Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au Nikon Z9. Et oui, l'Arlésienne est là, j'ai enfin reçu mon enclume. Après des semaines, que dis-je, des mois d'attente, ce boîtier a fini par arriver. Merci encore à Camara Cournon, à côté de Clermont-Ferrand, Christian Cromaria, qui m'a bien aidé pour avoir ce boîtier, car les listes d'attente sont longues. Je voulais même au départ vous faire un comparatif avec le nouveau Canon R3. Alors là, c'est encore pire. Je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir ce boîtier en 2022, peut-être en 2023. Bref, la pénurie des composants a quand même bon dos. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter à si peu et on va entamer la première présentation de ce Nikon Z9, qu'on va séparer un petit peu cette présentation et surtout ce test en plusieurs films, tellement il y a à dire et à faire avec ce boîtier. Eh bien, est-ce qu'il vaut vraiment les 6 000 € qu'il faut débourser pour obtenir ce magnifique boîtier, magnifique et lourd et encombrant boîtier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le test. Allez, c'est parti! Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse des photos et des vidéos qu'on peut réaliser avec le Z9, je voulais préciser un certain nombre de choses. D'abord, je vous remercie énormément, tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne, qui m'envoient des messages, ça me fait d'abord très plaisir, ça m'encourage à continuer et Dieu sait si ce n'est pas si facile parce que je voudrais là aussi préciser un petit peu les choses. Je ne suis pas ambassadeur Nikon, je ne suis ni payé ni rétribué d'une aucune façon pour réaliser ces vidéos. Non, je réalise ces vidéos tout à fait bénévolement. C'est pour le plaisir de partager avec vous toutes les informations que je peux avoir dans mon utilisation. C'est un retour d'expérience. Ce n'est pas simplement un déballage, en aucun cas simplement une analyse d'une fiche technique, mais bien un retour d'expérience de photos et de vidéos que je réalise lors de mon travail ou pour mon plaisir. Et dans un cadre un petit peu particulier, parce que vous l'avez remarqué, je suis très souvent en montagne, voire en haute montagne, pour faire des photos et des films sportifs. Donc c'est avec cette orientation plus particulière que je vais analyser ce nouveau boîtier. Ceci étant dit, on va partitionner cette analyse du Z9 en plusieurs films. Parce que d'abord, c'est extrêmement complet, il y a beaucoup de fonctions en photo et encore plus en vidéo, et cela nécessite un temps assez long. Alors d'abord, il y aura une présentation, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, avec une première analyse à chaud. Ça fait déjà quelques jours que j'ai ce boîtier, je peux déjà vous donner un petit peu mon sentiment par rapport à son utilisation. Et puis, il y aura ensuite des analyses plus précises, plus techniques sur l'autofocus. On l'attend tous au tournant, ce boîtier au niveau autofocus. Et là aussi, il y a plusieurs pièges à éviter. J'ai vu pas mal de films sur YouTube avec des conclusions parfois un peu différentes, en particulier lorsqu'on le compare au R3, au R5 de chez Canon ou à l'Alpha One de chez Sony. Alors une fois c'est le Sony qui est plus rapide, une autre fois c'est le Canon, une autre fois c'est le Nikon. Bon bref, on s'aperçoit qu'en fait il faut davantage de temps et de précision dans l'utilisation de ces boîtiers pour en tirer des conclusions. Je ne m'aventurerai pas à dire tiens le Z9 est mieux que le R3 ou le R5 ou que l'Alpha One, en tout cas pas dans un premier temps. Ce que je peux vous dire c'est qu'après avoir eu tous ces boîtiers entre les mains, ils fonctionnent très bien à condition de les paramétrer. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. Parce qu'il faut, à chaque fois que vous avez une analyse sur le net, attention de bien avoir toutes les précisions intéressantes et utiles, en particulier au niveau du paramétrage du boîtier. Pour l'autofocus, vous avez beaucoup de possibilités. Ce que j'attends moi de ce boîtier, c'est deux choses. La première, c'est que ces automatismes soient capables de m'aider sans que je me prenne trop la tête, à savoir avec un paramétrage standard. Est-ce qu'il est capable de suivre mes sujets sportifs, rapides, et qu'il soit capable de suivre ces sujets sans que j'ai besoin de rentrer dans un paramétrage très pointu, très précis à chaque fois et surtout à chaque fois différent pour l'ensemble de mes prises de vue. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas non plus explorer ces menus et je ne vais pas avec vous essayer de voir s'il y a des menus qui correspondent à certaines situations et qui fonctionnent mieux dans certains cas plutôt que dans d'autres.
On verra aussi les montées en sensibilité. Ça aussi c'est un point important pour beaucoup d'entre nous. On s'est aperçu que ces boîtiers qui sont fortement pixelisés, entre 45 et 50 millions de pixels, ont parfois quelques petites faiblesses dans la montée en ISO et ne sont pas forcément toujours aussi performants que d'autres boîtiers beaucoup moins chers. Là aussi, ça fera l'objet d'un test particulier, précis, et d'un film dans les semaines à venir, où là, on va voir ensemble si ce Z9 est capable d'avoir une montée en ISO, en haute sensibilité et par des mauvaises conditions de lumière, tout aussi bonnes que par exemple le Z6 qui tire bien son épingle du jeu. Un autre point important, ce sont les formats vidéo. Ils sont nombreux, qualitatifs, mais est-ce que là aussi, il est utile de tourner en 8K, en 4K, en Full HD? On va voir les différences que cela implique à la fois au niveau qualitatif, mais aussi au niveau post-traitement et au niveau capacité de vos ordinateurs à pouvoir, je dirais, traiter raisonnablement des images et surtout des vidéos aussi lourdes. J'ai été aussi très heureux de voir qu'enfin je pouvais avoir du 120 images par seconde. Là aussi, il y a certaines particularités sur ce boîtier par rapport à d'autres. Le 120 images par seconde, ça permet d'avoir des ralentis 4 fois, 5 fois de très bonne qualité. Et tout de suite, un point particulier pour moi, c'est que ce 120 images par seconde, je peux le manipuler comme je veux en post-traitement. Contrairement au Canon R3 ou au Canon R5, qui enregistre du 120 images par seconde ralenti immédiatement sans son. Et oui, il n'y a pas de commentaire possible. Là, j'enregistre du 120 images par seconde que je peux lire à 30, à 60, à 120, en conservant les repères sonores. Et ça, en post-traitement, c'est vraiment un gros plus. Mais est-ce que la qualité du 120 images par seconde sera aussi superlative que celle, par exemple, du R5 que j'ai adoré? Eh bien là aussi, ça fera l'objet d'un test très précis que l'on va faire ensemble dans les jours à venir. Il y a tellement de choses à dire, tellement de fonctions possibles, ne serait-ce que le fait d'avoir un monobloc, certes plus lourd, plus encombrant, mais avec beaucoup de touches dédiées. Là aussi, on va voir si c'est pratique, si dans la réalité, j'ai besoin de rentrer souvent dans les menus ou non. Il y a également une nouvelle batterie, enfin une nouvelle batterie par rapport là aussi au Z6 et au Z7. Cette batterie, elle est plus grosse, plus lourde. Est-ce qu'elle est beaucoup plus endurante? Et quand on parle d'autonomie, là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Il faudra détailler un petit peu à la fois le type de photo. Est-ce que je fais que de la rafale? Est-ce que je visualise à chaque fois mes photos? Est-ce que je fais beaucoup de vidéos? Est-ce que je fais du timelapse qui est extrêmement gourmand en énergie? Et combien de temps je vais pouvoir ainsi durer avec ces batteries plus lourdes et plus performantes de ce Z9? Après ces quelques jours passés en compagnie de ce Z9, déjà les premières sensations, les premières impressions, sans que ça soit définitif, sans que ça soit catégorique, mais j'ai quand même envie de partager un petit peu ces premières sensations. Alors d'abord, oui, l'autofocus fonctionne et fonctionne enfin, alléluia, de façon tout à fait correcte et semblable au gros boîtier que j'ai pu utiliser, que ce soit chez Canon ou chez Sony. En tout cas, par rapport au Canon R5 et par rapport à l'Alpha One, oui, le Z9 fait le taf. Dans un premier temps, j'ai eu des résultats tout à fait similaires, tout à fait efficaces en termes d'autofocus. Il y a quand même des nuances, et là aussi on le verra dans le film consacré à la F, à la fois sur le paramétrage, vous verrez qu'il y a différents menus qui permettent d'avoir des reconnaissances automatiques. Ça, c'est quand même un sacré plus. Ça veut dire que c'est le boîtier qui va décider si c'est une personne, si c'est un animal, un oiseau, une voiture, une moto, un vélo, et qui sera capable de reconnaître non seulement le type de personnage ou d'engin qu'il a en face de lui, mais aussi les caractéristiques particulières de la scène, et il va ainsi pouvoir accrocher par exemple les yeux lorsqu'on lui demande, et ça fonctionne plutôt pas mal. Avec quand même quelques petites hésitations, vous verrez que c'est pas non plus parfait. Aucun des boîtiers que j'ai essayé jusqu'à présent n'est parfait. Le Z9 n'échappe pas à la règle. Il y a toujours ces petites hésitations. Là aussi, on va voir ensemble si, avec des paramétrages plus précis, on peut aller encore plus loin sur l'efficacité de ce nouvel AF. Deuxième chose qui m'a chagriné, je le savais avant d'acheter ce boîtier, c'est son poids et son encombrement. Peut-être plus encore son encombrement que son poids.
Là aussi, il faut nuancer les choses. Pour certaines personnes, ça ne sera absolument pas un problème. Si vous faites de l'affût, bien tranquillement, caché dans votre tente, ou si vous êtes au bord d'un stade ou d'un circuit automobile, avec votre monopode ou votre pendulaire, votre tête pendulaire pour prendre des images, ma foi, que le boîtier fasse un petit peu plus d'un kilo, 1,2 kg, 1,3 kg, qu'il soit un petit peu gros et encombrant, ma foi, ça ne va pas tellement vous gêner. Moi, j'ai une utilisation un petit peu plus particulière, même si je fais de temps en temps effectivement du circuit automobile, si je fais aussi un petit peu de chasse photo ou du mariage. Mon activité principale est en montagne, voire même en haute montagne. Vous le savez maintenant si vous suivez mes films sur la chaîne depuis un certain temps. Et donc ce boîtier-là, la plupart du temps, en transition, je le mets dans ma veste et j'essaye de suivre un petit peu mes sujets, même si j'ai quelques facilités de par mon métier à me mouvoir sur les skis. Il faut que donc mon matériel soit protégé et j'essaye ensuite de me déplacer le plus vite possible pour suivre les riders que je vais aller photographier. Quand on a un Z9, c'est pas la même. J'assure que ça fait vraiment une grosse différence et dans mon utilisation ça me pose problème, ou alors il faut que je prenne une veste XXXL, ça va être certainement un point critique qui vont me faire me poser la question de savoir si je garde ou non ce boîtier-là. Deuxième chose, et ça c'est extraordinaire, c'est le viseur. Là aussi, méfiez-vous à la fois des fiches techniques et des personnes qui n'ont pas forcément pris le temps de bien examiner les choses. Je peux vous assurer que le viseur du Z9, même si la définition est bien moindre que le R5 et encore moins que l'Alpha One, eh bien pour moi c'est de loin et d'assez loin le meilleur viseur du marché. D'abord, on a un œilleton circulaire et c'est beaucoup plus confortable, ça c'est vraiment une bonne chose. On peut régler enfin ce viseur à la fois en luminosité, en colorimétrie. Là aussi c'est quand même une chose vraiment appréciable. D'ailleurs d'origine il a une belle tendance à tirer sur le bleu, qui se corrige très facilement, mais ça il faut le savoir. Ils ont pris ce parti pris d'avoir cette tendance un petit peu sur le bleu. Contrairement d'ailleurs à l'écran arrière, hein, qui lui est un petit peu plus neutre. Alors ensuite, dans les très bons points, c'est pas une surprise, c'est l'appréhension. Autant je vous ai dit qu'il était encombrant et lourd ce boîtier, autant dans la manipulation, l'appréhension, on a juste quelque chose de parfait. Nikon, ça fait des dizaines d'années qu'ils font des boîtiers et les monoblocs ils savent faire depuis très longtemps. Et là, on est vraiment au sommet de l'art. On a vraiment une manipulation, même avec des grandes mains comme les miennes, où on a les 5 doigts qui trouvent absolument leur place. On a vraiment une préhension qui est sûre, un grip qui est à la fois, qui ne dérape pas, mais qui n'est pas collant, juste la bonne matière. Alors j'espère qu'il ne va pas se détériorer comme certains boîtiers Nikon par le passé, hein. Il y avait eu des problèmes de colle. Là pour l'instant en tout cas c'est juste parfait. Et alors au niveau ergonomie, que lui reprocher? Honnêtement je ne saurais pas vous dire pour l'instant. Beaucoup de touches de fonctions programmables, donc qui tombent parfaitement bien sous la main, à la fois sur le devant du boîtier et sur l'arrière. On a accès sur le haut du boîtier à beaucoup de fonctions, que ce soit le changement de mode, que ce soit le changement de cadence, bref, beaucoup de bonnes choses. Alors, bien sûr, quelques petits regrets, comme par exemple le passage sur le 120 images secondes. Et oui, on a un droit à un 120 images par seconde, en JPEG uniquement. C'est déjà extraordinaire, mais ce passage sur le 120 images par seconde, pour arriver à le mettre en fonction, il y a une petite manip. Bon, j'aurais aimé une touche directe, ça aurait pu être vraiment très bien implémenté sur cette touche rotative qui comprend déjà les changements de cadence. Pourquoi ne pas avoir rajouté juste la fonction 120 images secondes sans qu'il y ait besoin de rentrer dans le menu et de préprogrammer une fonction. Alors pour revenir à cet écran, on peut donc l'orienter de différentes façons. Lorsqu'on est en mode portrait, on peut le mettre de cette façon-là ou de cette façon-là. Même si ça ne descend pas énormément, c'est pas gênant, on a vraiment accès à cette fonction d'une façon très confortable. Et puis de façon plus classique, si on est en mode prise de vue normale, on peut orienter à la fois vers le haut ou vers le bas,
l'écran, toujours dans l'axe de visée, ce qui est extrêmement pratique et vraiment très bien fait. Là, je crois qu'ils ont fait quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans les petites choses très intéressantes, on a également un certain nombre de prises, comme dans beaucoup de boîtiers maintenant, mais avec un certain nombre de particularités. On a par exemple, donc, bien sûr, une prise USB-C, enfin, très bien. On a un HDMI qui est un HDMI normal, donc ça aussi c'est très très bien, c'est quand même beaucoup plus costaud que les mini HDMI. On a aussi bien sûr la prise micro et la prise casque, bon là normal, pas de problème. Et on a également une prise RJ45, donc là c'est un petit peu plus particulier, mais je sais que certains d'entre vous attendaient beaucoup cette prise qui permet d'avoir des transmissions d'images extrêmement rapides. De l'autre côté, on a un truc qui peut être sympa aussi, même si je ne vais pas laisser mon Z9 comme ça un petit peu tout seul dans son coin, mais c'est une prise qui permet d'attacher un antivol, et on le sait parfois au bord des stades, lorsqu'on laisse son boîtier pour le déclencher à distance, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir l'attacher de cette façon-là. Voilà, alors ce que j'aurais aimé, bien je vous l'ai dit, hein, c'est un boîtier plus petit qui ait les mêmes fonctions, ça viendra peut-être, mais pour l'instant le retour est vraiment positif, je me suis absolument régalé avec ce boîtier dans ces premières journées. Je vous invite bien sûr à me suivre, pourquoi pas vous abonner. Vous allez pouvoir ainsi être mis au courant, si vous activez les notifications, des films que je vais produire dans les semaines à venir sur le fonctionnement de ce boîtier. Ça va prendre un petit peu de temps parce que je vous l'ai dit, c'est un retour d'expérience, un vrai retour d'expérience. C'est pas simplement un petit essai comme ça pendant quelques heures, de façon à pouvoir être pertinent dans les réponses que je peux vous apporter. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite pour ces nouveaux essais, ces nouveaux films que je vais produire dans les semaines à venir avec beaucoup de plaisir, et on verra ensemble les points positifs et puis les points qui posent un petit peu plus question. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si vous avez des points particuliers que vous souhaitez que j'aborde dans les prochains films. J'essaierai d'y répondre au mieux que je peux le faire. Et puis moi je vais retourner très vite dans la montagne pour faire mes vrais tests avec ce joli boîtier, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, bye. Allez, juste pour la petite blague, là j'ai interverti les boîtiers, puisque là j'ai le Z6 dans la main. Bon, on sent que c'est léger quand on vient du Z9. Et là je filme avec donc le Z9, toujours en 30 images par seconde en 4K. Voilà, même chose en 8K. Alors il y a plein de choses à dire, hein. On ne va pas commencer le test maintenant, c'était juste pour partager les premières impressions.